retour sur la scène diplomatique internationale pour le chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba ce mercredi, 14 mois après son accident vasculaire cérébral. Il a présidé à Libreville un sommet de la CEAC. L'opposition politique ivoirienne a annoncé ce mercredi qu'elle maintenait son meeting prévu samedi, lors de la visite en Côte d'Ivoire du président français Emmanuel Macron. En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi a créé son propre parti, dénommé Ensemble pour la République. Ce parti entend militer pour l'instauration d'une véritable démocratie en RD Congo. C'était là le sommaire de ce nouveau point de l'actualité sur Sika. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a fait ce mercredi son grand retour sur la scène diplomatique internationale, 14 mois après son accident vasculaire cérébral. Il a présidé à Libreville un sommet de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEEAC, images et son. Ali Bongo Ondimba, 60 ans, a prononcé un discours d'environ 4 minutes devant une centaine de responsables politiques, diplomates et membres de la presse. Il s'agit du premier discours prononcé en direct par le président gabonais depuis qu'il a été victime le 24 octobre 2018 d'un accident vasculaire cérébral qui l'a considérablement affaibli et laissé absent de longs mois en convalescence à l'étranger, puis au Gabon. Ce sommet est centré autour de l'adoption des documents fondamentaux de la réforme institutionnelle devant permettre à notre communauté de s'adapter aux défis de l'heure et de renforcer son rôle en tant que pilier de l'Union africaine. 4 autres chefs d'État sur les 11 pays qui composent la communauté économique des États de l'Afrique centrale avaient fait le déplacement. Les présidents du Tchad, Idriss Déby Itno, de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et de Sao Tomé et Principe, Evaristo Carvalho. Le président Bongo assure la présidence tournante de l'organisation depuis 2015. Créée en 1983, l'organisation regroupe 11 pays et a pour objectif d'instaurer un marché commun. Ce sommet extraordinaire annoncé il y a quelques semaines seulement est consacré à sa réforme institutionnelle, actant notamment le passage d'un secrétariat général à une véritable commission sur le modèle de celle de l'Union européenne ou de l'Union africaine. Mais experts et diplomates y voient davantage une occasion pour Bongo de présider un sommet international avant la fin de l'année, après avoir manqué plusieurs rendez-vous diplomatiques majeurs en 2019. Une partie de l'opposition estime que le président Ali Bongo, au pouvoir depuis 10 ans, n'est plus en capacité de diriger le pays depuis son AVC. Au Cameroun, les députés ont adopté ce mercredi le projet de loi sur la décentralisation. Il accorde un statut spécial aux 2 régions anglophones du pays, préconisées par le dialogue national d'octobre dernier. Déposé vendredi dernier à la table des députés, le projet de loi sur la décentralisation a été adopté ce mercredi. Cette loi consacre entre autres l'une des résolutions phares du grand dialogue national tenu début septembre, qu'est le statut spécial aux régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest. Ces régions seront désormais autorisées, si la loi est approuvée par le Sénat et promulguée, à élaborer des politiques publiques dans les domaines de l'éducation et de la justice, a précisé la radio camerounaise. Cette loi apporte également des changements significatifs dans l'administration des grandes villes. Source de toutes les crispations, l'article 246 qui fixe notamment les conditions d'éligibilité à la tête des mairies, anciennement placées sous le statut de communauté urbaine, est resté en l'état. Il dispose en substance que les délégués du gouvernement, jusqu'ici super-maires nommés par décret présidentiel et trônant au-dessus des maires élus, sont appelés à disparaître. En lieu et place seront élus des maires de ville, dont les candidats devront être autochtones de la région. Dans les critiques, le pouvoir est accusé de figer dans la loi le repli identitaire ethnico-tribal. Il lui est aussi reproché de créer une forme de graduation à la citoyenneté. D'autres, en revanche, y voient une juste évolution dans l'impératif de protection de certaines communautés dites minoritaires.
Des élections législatives doivent se tenir au Cameroun en février 2020, mais les deux principaux partis d'opposition ont annoncé leur intention de boycotter le scrutin, rendu peu crédible à leurs yeux du fait des combats dans ces deux régions. En République démocratique du Congo, l'opposant Moïse Katumbi a créé son propre parti dénommé Ensemble pour la République. Ce parti entend militer pour l'instauration d'une véritable démocratie en République démocratique du Congo avec comme valeur la liberté et la solidarité. En créant ce mercredi son propre parti politique dénommé Ensemble pour la République, l'opposant Moïse Katumbi a franchi une nouvelle étape dans sa vie. Ensemble pour le changement va exister. C'était une plateforme électorale que nous avions créée en Afrique du Sud et vous connaissez la suite. C'est pourquoi nous avons réfléchi avec mes frères et amis à ce que nous devrions faire pour aller de l'avant, a précisé Moïse Katumbi. Ce parti entend militer pour l'instauration d'une véritable démocratie en RDC avec comme valeur la liberté et la solidarité. Sur ce, plusieurs partis politiques membres de cette plateforme sont obligés de se dissoudre pour adhérer au nouveau parti politique de Moïse Katumbi. Et c'est sans surprise que 6 leaders des partis politiques du regroupement G7 ont décidé d'adhérer au nouveau parti de Moïse Katumbi. Quant au sort de leur propre parti politique, Christophe Lutundula, président du PDC, parle d'une alliance. Pour sa part, Christian Mwando, jusque-là président de l'UNADEF, l'un des vieux partis politiques en RDC, affirme qu'il s'agit d'une fusion. Il soutient qu'aucun des députés de son parti ne devrait perdre son mandat. Selon la Constitution, indique-t-il, un député n'est destitué que s'il décide volontairement de quitter son parti politique et non pas si son parti est dissous. Rappelons que les assises de la création du nouveau parti politique de Moïse Katumbi ont démarré depuis mardi à Lubumbashi. Je l'annonçais en titre, l'opposition politique ivoirienne a annoncé ce mercredi qu'elle maintenait son meeting prévu samedi lors de la visite en Côte d'Ivoire du président français Emmanuel Macron. Le lieu du meeting a été différé pour contourner la tentative des autorités de l'empêcher. Le meeting se tiendra au stade Seni Fofana de Port-Boué, une commune populaire d'Abidjan, a déclaré Maurice Kakou-Guy Kakoué, numéro 2 du principal mouvement d'opposition, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, lors d'une conférence de presse. Il y aura un meeting, quoi qu'il arrive, a-t-il martelé, appelant à une opération déferlement à Port-Boué à 10 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2020. Ce meeting est organisé par 2 regroupements d'opposition, la Coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, lancée par le PDCI, et Ensemble pour la démocratie et la souveraineté, proche du Front populaire ivoirien, de l'ex-président Laurent Gbagbo. Il devait initialement se tenir à Yopougon, une autre grande commune populaire d'Abidjan, mais dont la mairie est tenue par le parti au pouvoir du président Alassane Ouattara. Vendredi, le maire de Yopougon avait pris un arrêté interdisant toute manifestation publique pouvant entraîner des mouvements de foule sur les espaces ouverts de la commune jusqu'au 5 janvier 2020, ce qui revenait à interdire de facto le meeting de l'opposition. Cette dernière s'était déjà vue opposer un premier refus sous un autre motif pour la date du 14 décembre, initialement retenue pour le meeting. Pour Port-Boué, nous avons l'autorisation de la mairie qui est tenue par le PDCI, a précisé Kikakoué. Les thèmes du meeting seront la réforme de la commission électorale indépendante, jugée déséquilibrée par l'opposition, et la demande de gratuité pour le renouvellement des cartes d'identité dont les Ivoiriens ont besoin pour voter. Le président français Emmanuel Macron sera en visite officielle en Côte d'Ivoire de vendredi à dimanche pour, entre autres, renforcer les relations bilatérales. Mesdames, Messieurs, cette édition se poursuit depuis 2 mois. L'opposition guinéenne balle pavée contre un projet de nouvelle constitution qui pourrait permettre au président Alpha Condé de se maintenir au pouvoir
au-delà de 2 mandats. Jusque-là, la répression a fait une vingtaine de morts, sans briser la contestation. Les regards se tournent désormais vers 2020 et une année électorale chargée, des législatives en février, une présidentielle en fin d'année et un potentiel référendum constitutionnel qui cristallise les tensions. Presque chaque semaine depuis maintenant 2 mois, les Guinéens descendent dans la rue. Ils protestent sans relâche contre un projet de nouvelle constitution porté par le pouvoir. La société civile et l'opposition y voient une stratégie pour permettre au président Alpha Condé de briguer un 3e mandat, ce qu'interdit l'actuelle constitution. Les autorités ont d'abord réagi brutalement. Une vingtaine d'hommes ont perdu la vie. Des dizaines d'opposants ont été emprisonnés. Sous la pression internationale, le gouvernement a relâché la répression. Les marches sont désormais autorisées et les principaux leaders de la contestation ont été libérés. En nous engageant dans ce combat, on s'attendait à tout cela. On s'attend même à mourir dans ce combat parce que nous défendons un combat noble. La détention nous a plutôt galvanisés. Les partis se concentrent dorénavant sur les législatives de février, la présidentielle en fin d'année et donc ce potentiel référendum sur une nouvelle constitution. Mais l'opposition dénonce déjà des fraudes massives, retards, matériel manquant et une suspicion de manipulation des listes électorales. Nous avons eu des révisions de listes électorales en Guinée, ce n'est pas la première fois. Je n'en ai jamais vu de si déstructuré que cela. Donc c'est totalement volontaire et c'est dans les zones, je dis, à forte population et également dans les zones qui sont favorables à l'opposition. De son côté, le gouvernement se dit déterminé à respecter le calendrier qu'il s'est fixé. Et nous sommes encore à près de 2 mois des élections législatives, on crie déjà à la fraude. Et l'objectif de ce dialogue qui se déroule actuellement, c'est justement de passer en revue toutes les difficultés rencontrées durant le processus électoral concernant les élections législatives pour essayer de lever tous les obstacles pour arriver à un processus électoral inclusif et transparent. Une majorité des 2/3 à l'Assemblée pour le parti présidentiel faciliterait l'organisation d'un référendum constitutionnel. Alpha Condé, lui, ne s'est pas encore officiellement déclaré candidat en 3e mandat. Il laisse toujours planer le doute sur ses véritables intentions. Et puis la mission de l'Union africaine en Somalie, également connue sous le nom d'AMISOM, doit se retirer du pays en 2021. Après son retrait, elle confiera la sécurité du pays à l'armée et à la police nationale somalienne. Mais beaucoup craignent que les forces somaliennes ne soient pas prêtes à assumer ce rôle. Reportage. Ces soldats ougandais sont en poste ici depuis 2007. Ils font partie des quelques 19 000 militaires qui combattent pour la mission de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM. Leur rôle, former les soldats somaliens, comme ici sur ce champ de tir à 100 km au sud-ouest de la capitale Mogadiscio. De nombreuses cibles ne sont pas atteintes, preuve qu'il reste encore de l'entraînement avant que ces soldats somaliens ne soient prêts à protéger leur pays des islamistes radicaux Shebab. Si cela se fait de manière précipitée et que les conditions adéquates ne sont pas mises en place, nous craignons que les gains réalisés au fil du temps ne soient perdus. Que tous ces efforts et tous ces sacrifices soient annulés. C'est une vraie préoccupation de l'AMISOM et, à mon avis, de l'Union africaine. Les Somaliens eux-mêmes craignent de ne pas être prêts à assurer leur sécurité et que l'échéance de 2021 ne soit trop proche. Les insurgés islamistes radicaux Shebab ont été chassés de Mogadiscio en 2011, mais ils continuent de commettre des attentats suicides meurtriers. Si l'AMISOM part, nous pensons qu'il y aura des combats. Il y aura beaucoup de vies perdues. Les autorités tirent la sonnette d'alarme, craignant une recrudescence de la violence après le départ de l'AMISOM, qui verrait à nouveau les Somaliens fuir leur pays. Dès que vous annoncez le départ de l'AMISOM, et avant même qu'elle ne parte, tous les habitants auront fui. Attendez-vous à ça, c'est certain. Vous allez construire de plus grands murs et de plus grandes clôtures. Mais ils connaissent déjà le chemin, alors ils vont venir par vagues. La nuit tombe sur Mogadiscio. Des soldats de l'AMISOM de plusieurs pays africains montent dans leurs véhicules blindés pour patrouiller dans la ville, main dans la main avec les forces somaliennes. Mais bientôt, l'armée et la police nationale devront le faire seuls. Un saut dans l'inconnu.
Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur SICA. À bientôt.